Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est dans la région de Kédougou. Le chef de l'État a d'ailleurs posé la première pierre du projet de construction du lycée Armée Nation pour l'équité et la qualité dans le département de Salémata pour un coût de 10 milliards de francs CFA. Colère des habitants de Seno, Palel, Kolel, Gourel, Bouldou, c'est dans la commune de Ndendori, dans la région de Matam. Ces derniers dénoncent l'exploitation abusive des phosphates dans leur localité et ont décidé de poursuivre la société d'exploitation Baobab Mineral devant la justice. Recrudescence des conflits fonciers, notamment dans la région de Kaolack. Les communes de Tchombi et de Kerbaka se dotent de plans d'occupation et d'affectation des sols sous l'impulsion du projet Sensouf et du consortium GFA IPAR. L'objectif est de sanctuariser les couloirs de passage du bétail et sécuriser les droits des usagers pour une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Visite du président de la République à Kédougou, Bassirou Diomaye Faye a posé la première pierre du projet de construction du lycée Armée Nation pour l'équité et la qualité dans le département de Salémata pour un coût estimé à 10 milliards de francs CFA. L'infrastructure sera bâtie sur une superficie de 10 hectares. Le chef d'État va également se rendre à Bandafassi pour poser la première pierre de l'ISEP. Le chef d'État entend ainsi garantir l'équité dans l'accès à l'éducation dans les 14 régions. Il est prévu l'implantation donc du l'INAC. Le chef de l'État que je vous propose d'écouter. C'est pour moi un immense plaisir de poser cette pierre du lycée Nation Armée pour l'équité, la qualité et l'équité. Vous l'avez dit, le déploiement de l'INAC se poursuit. Il y a quelques jours, semaines, j'ai posé la première pierre de l'INAC de Ziguinchor à Adéane. Aujourd'hui, nous posons la première pierre de l'INAC de Salémata. Ces deux LINAC ont un point de convergence. Un élève qui quitterait le LINAC de Adéane pour poursuivre ses études au LINAC de Kédougou ne sauraient se dépayser parce qu'ils ont exactement la même architecture. C'est cela pour nous l'équité. Il s'agit pour nous de donner les mêmes conditions d'études et de formation à nos filles et à nos fils, quel que soit le lieu où ils se situent sur l'ensemble du territoire national. Nous avons décidé de déployer le programme sur les 14 régions du Sénégal. Avec le temps, nous attaquerons les départements et ainsi de suite. Il ne s'agit pas que d'une infrastructure, il s'agit pour nous d'une véritable transformation de l'éducation au Sénégal qui combine formation à la citoyenneté, d'où l'implication directe du ministère des Forces armées, mais aussi une transformation qualitative des curricula et de l'éducation de façon générale sous la conduite du ministre de l'Éducation, M. Moustapha Guirassy. Parce que le capital humain est un axe majeur de l'agenda national de transformation. Nous veillons dès le bas âge à inculquer ces valeurs à nos filles et à ses fils et à leur donner la meilleure éducation qui les prépare à accompagner la mise en œuvre de l'agenda national de transformation. Cet agenda a été lancé en 2025. Il a pour horizon 2050. En 2050, et celles qui sont nées en 2025 auront 25. Ils auront déjà fait tout leur cursus scolaire et seront en train de travailler. C'est de cela qu'il s'agit de prendre en charge. Et puis, parlons également de cette manifestation des populations de Seno, Palel, Kolel, Gourel, Bouldou, c'est dans la commune de Ndendori. Ces derniers expriment leur colère et dénoncent l'exploitation abusive du phosphate de leur localité. Ils ont d'ailleurs décidé de poursuivre la société d'exploitation Baobab Mineral et demandent au chef de l'État d'annuler le décret autorisant la société à exploiter cette matière première. Je vous propose de suivre ce compte rendu signé Amadou Martial. Non, 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 non,
Après Hamadou Hounaré et Ndendori, les populations de Sénopalel brandissent le drapeau de la contestation contre l'exploitation des phosphates dans leur localité. Mobilisés, ces habitants font bloc et s'opposent à ce qu'ils appellent l'exploitation abusive. Nous sommes ici pour dire non à l'exploitation abusive des phosphates à Sénopalel, à Korel et à Gourelbould. Sur une terre qui est la nôtre, une terre héritée de nos ancêtres, et que nous avons le devoir de transmettre intact à nos enfants. Sénopalel n'est pas un simple point sur la carte, mais Sénopalel, c'est notre vie. Nous constatons avec inquiétude que cette exploitation se fait sans information claire et sans concertation réelle avec les populations locales, sans garantie suffisante pour la protection de notre cadre de vie. Au regard de la situation, le collectif pour la défense des intérêts de Sénopalel compte engager des poursuites judiciaires contre la société détentrice de l'exploitation. Nous avons décidé de porter plainte contre la société Baobab Mineral pour faux usage de faux, mais aussi pour corruption et d'escroquerie. Face aux menaces environnementales et sanitaires, les populations de cette partie de la commune de Ndendori posent une panoplie de recommandations à l'endroit des autorités compétentes. Nous demandons également l'annulation purement et simplement du rapport provisoire établi par la société Baobab Mineral. Nous demandons également l'annulation de l'arrêté ministériel qui a permis à la société Baobab Mineral d'avoir ce permis d'exploiter. Cette manifestation des populations de Sénopalel, Kolel et Gourel-Bouldou intervient dans un contexte marqué par la sortie du communiqué du démarrage du paiement des impôts liés à l'extension minière de la Somiva au centre des services fiscaux de Matam. Retenez que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, va donc également se rendre à Bandafassi pour poser la première pierre de l'ISEB. Vous l'aurez dans nos prochaines éditions. Notre correspondant permanent sur place, Ibrahim Kaloga, suit la tournée du chef de l'État. Parlons de la situation des universités avec la fermeture des restaurants universitaires. À Sonui également, la même situation s'y est produite. Les étudiants s'opposent à cette décision. Ces derniers également fustigent l'attitude des autorités par rapport aux bourses. Selon les autorités ont déjà pris des décisions, la suppression des rappels, mais également la diminution de la bourse pour les étudiants en deuxième année, plus de bourse complète. Il faut parler donc désormais de demi-bourse, une situation inacceptable, selon Amadouba, président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Je vous propose de l'écouter les gens par Catherine Sigandour. On a été conviés, nous, représentants d'étudiants, à un atelier de 2 jours à Dakar. Une fois là-bas, on avait constaté que les points qui devaient faire l'objet de discussion même ont été déjà appliqués par le directeur de bourse sur instruction du ministre. Et entre autres, parmi ces points qui sont déjà appliqués, c'est le principe de non-rétroactivité, qui veut juste dire la suppression des rappels, parce qu'ils vont se baser sur le mois d'inscription de l'étudiant pour recommencer à payer, alors qu'ils ne veulent pas payer les arriérés des étudiants. Et juste savoir que aussi que les réalités dans les universités sont pas prises en compte. Donc, sur cette base-là, ils ont appliqué de façon illégale, de façon brutale. Et ce principe-là, que nous considérons qu'il y a un principe malvenu, le contexte ne s'y est pas pour appliquer un tel principe. Et s'il devait même être appliqué, les autorités devraient se concerter avec les étudiants. Ils ont appliqué un autre principe, pas un principe, mais ils ont décidé aussi pour les étudiants de L2 d'enlever la entière et de les donner la demi-bourse. Je le disais en titre, face à la recrudescence des conflits fonciers et aux enjeux climatiques, les communes de Tchombi et de Kerbaka se dotent de plans d'occupation et d'affectation de sol sous l'impulsion du projet Sensouf et du consortium GFA-IPAR. Cet outil stratégique vise à sanctuariser les couloirs de passage de bétail et à sécuriser les droits des usagers pour une cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Sekou Diallo et Astumbaï. Dans les communes de Tchombi et de Kerbaka, l'élaboration des plans d'occupation et d'affectation des sols franchit une étape décisive
porté par le projet Sensouf et ses partenaires GEFA et PAR. Cette initiative vise à sécuriser les droits d'usage des populations locales, tout en intégrant des enjeux de préservation environnementale. Qui nous ont permis d'identifier les forêts, les parcours de bétail, les mares et les parcelles de culture. Et ce document-là a été finalisé, approuvé par le sous-préfet, et le document est actuellement au maire de la mairie de Kerbaka. Voilà. Présentement, on est en train de faire ce qu'on appelle les levées parcellaires. Déjà au niveau de Kerbaka, il y a presque 2000 levées parcellaires qu'on a déjà effectuées. L'outil de plan d'occupation et d'affectation des sols répond à un besoin crucial, clarifier la gestion du territoire en fixant précisément les limites communales et les zones dédiées. Il permet de réduire drastiquement les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ces tensions souvent liées à l'empiètement des cultures sur les couloirs de passage du bétail. C'est toujours de continuer à nous accompagner. Concernant également l'inventaire parcellaire, nous n'avons pas encore commencé. Et là également, à l'image des autres communes, nous allons aussi demander au projet de nous accompagner dans la logistique et dans l'accompagnement pour les inventaires parcellaires. Le comité régional de développement de Kaolack marque une étape cruciale de partage d'informations. Il confirme la volonté de passer d'une gestion foncière souvent subie à une planification spatiale maîtrisée où la terre devient un levier de développement durable plutôt qu'une source de conflits. Sékou Diallo, et puis parlons donc de l'Organisation pour l'intégration du tourisme sénégalais. L'organisation a donc organisé un symposium axé sur le tourisme, diaspora et jeunesse développement durable. Lors de ces échanges, les organisateurs se sont penchés sur les projets touristiques phares en coloration avec l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Parmi les défis soulever la disponibilité des espaces pour construire des réceptifs hôteliers. Isidore Alexandre Sen et Sambafar pour le compte rendu. L'un des facteurs importants pour le développement du tourisme repose sur la disponibilité des espaces. La base de tout développement, c'est la culture. Aller au Japon, aller au Vietnam, aller en Indonésie, aller partout sur ces pays-là qui sont vraiment maintenant au top. C'est la culture qui est la base. Et nous avons une bonne culture à vendre parce que l'aspect culturel est très important pour tout développement. Et je pense que c'est pourquoi je me dis que, et surtout, c'est un atout pour s'unir davantage. Il faudrait qu'il y ait ce tourisme inclusif, que la jeunesse, par exemple, de Thiès puisse aller à Tambacounda, à Vélingara, à Kédougou et découvrir ces paysages-là, cette langue, cette culture. Il faudrait que les Sénégalais du Nord aillent en Casamance. C'est toujours la paix parce que tu vas en Casamance, tu te dis du Sénégal, alors qu'ils sont du Sénégal eux-mêmes. Donc pour ce brassage-là, la culture est la base de tout. Le Sénégal a de quoi valoir à travers sa richesse culturelle une voie pour booster le tourisme au plan local comme ailleurs selon Al-Ousseynou Ba. Nous avons des opportunités. Et opportunités, il y a de la place pour faire de l'écotourisme. Et on a la côte du Nord, la Grande Côte, les Niayes, où il y a l'agrobusiness, il y a le maraîchage, maintenant il aussi agrotourisme et écotourisme. Maintenant il aussi du tourisme de santé, c'est-à-dire moi EHPAD, Tunisie, Maroc, il y a de feuilles d'or. Donc il y a les pouvoirs publics qui pour que suñu xalé Thiès yi ñu mëna am fuñu leen duggal suñu paré jang. Parce que ñom ñep ñi ngi jang, ñom ñep ay maîtrisards lañu, ñi ngi fi à chaque fois yeen gis ngeen suñu def suñu ay réunion wala ay symposium ñi ngi taxaw. Donc l'Organisation nationale pour l'intégration du tourisme ONITS et le pôle d'intégration du tourisme sénégalais PITS ont organisé un symposium sur le développement durable du secteur, une rencontre qui vise à renforcer l'attractivité du Sénégal à travers son potentiel touristique. L'ONG Jeunesse et Développement a célébré la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines à Matam. Donc le plaidoyer a été fait
pour l'éradication de cette pratique, même si dans la région, le taux a fortement baissé. La sensibilisation doit être mise selon Aïssata Dia, responsable de l'ONG Jeunesse et Développement. Je vous propose de l'écouter. Il est ici au micro d'Amadou Martial. À l'issue de cette journée, nous voulons vraiment que les MGF cessent parce qu'il y a trop de violence. Les jeunes filles, surtout, subissent beaucoup de violence et nous aimerions vraiment que la sensibilisation soit bien sensibilisée, que les parents sachent que les MGF, c'est quelque chose de pas bien vraiment. Nous sensibilisons les pères, nous sensibilisons les parents, nous sensibilisons tout le monde pour vraiment éradiquer ce phénomène parce que c'est quelque chose qui est en train de gâcher la vie des jeunes filles, des femmes en général. Au début, c'était un peu difficile, mais actuellement vraiment, il y a un peu de changement. Parce que les gens le faisaient en cachotterie, mais maintenant, les gens savent vraiment que si tu fais l'excision ou bien les MGF, il y aura des punitions. Donc, elles sont conscientes, surtout les femmes, je dirais, elles sont conscientes vraiment de ces actes. Après les résultats que j'avais reçus, il y avait un peu une baisse. Actuellement, je vois toujours qu'il y a une baisse par rapport aux années dont l'ONG Jeunesse et Développement était là. Et puis, parlons tout à fait d'autres choses. C'est pour parler, bien sûr, d'une possible candidature de l'ancien président de la République, Macky Sall. Certaines voix s'élèvent, notamment des membres du régime, ou même députés, membres du groupe parlementaire PASTEF, qui estiment que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ne doit pas soutenir sa candidature du côté de l'Alliance pour la République. On parle de méchanceté, on estime que l'ancien président a toutes les chances et sa candidature devrait d'ailleurs être une fierté pour le Sénégal. Samba Ndong. Et elle est très forte. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il est membre du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République. Il est joint par Antoine Diouf. Bon, vous savez que le poste de secrétaire général de l'ONU n'est pas une mince affaire et c'est pas n'importe qui peut même prétendre à l'être. Il te faut véritablement une bonne trajectoire politique, intellectuelle et une bonne moralité. Et que tous les pays africains lors de la Covid-19 ont chanté les louanges de son excellence monsieur le président Macky. Et aujourd'hui, si je vois des chafouins, des fripouilles, des gens qui n'ont aucune semence de vérité, qui passent avec sans scrupule pour contester la candidature du président Macky Sall, c'est-à-dire que c'est l'illustration parfaite de leur haine congénitale dont ils nourrissent envers l'APR et envers son excellence monsieur le président Macky Sall. Mais comme l'adage a tendance de le dire, la bave du crapaud n'atteint jamais la colombe blanche. Qu'il s'agisse de Guy Marius Sagna, de Alioune Tine, de Seydi Gassama et de Waly Diouf Bodian, ces rescapés intellectuels, non, leur parole n'est que l'illustration de leur venin. Et que ce venin-là qu'ils essaient d'injecter, malheureusement, risque de les consumer et de les envoyer au bas des rats de Pakaret. Donc aujourd'hui, toute l'Afrique est unie autour de son excellence monsieur le président Macky Sall pour porter sa candidature. Et donc, en conclusion, la bave du crapaud n'atteint jamais la colombe blanche. Samba Ndong, donc, et puis parlons également de la remise de financement, donc des allocations de financement des militaires invalides ou blessés de guerre en geste de l'armée nationale. Des projets ont été financés, les fonds proviennent des contributions récoltées lors des campagnes nationales de solidarité aux militaires blessés et invalides. L'objectif est de garantir l'autonomie sociale des militaires blessés et invalides. D'ailleurs, le général d'armée Mbaye Cissé plaide pour une unité d'action de l'ensemble des cellules et associations des militaires blessés ou même invalides pour qu'ils puissent parler d'une seule voix. Le général d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées sortant, il est ici au micro de Mafalfal. On analyse objectivement. Nous sommes dans des pays où l'État ne pourra jamais vraiment remplir ses obligations de ce point de vue-là. Le combat devait donc se mener sur deux fronts. Un front institutionnel pour améliorer les textes, puisque ça, chaque année, on peut améliorer, faire des gains. Comme dans le passé, les revendications ont porté sur une allocation de primes avec le président sortant qui a pu réussir à, pour certains, avoir une petite cagnotte.
Ça, c'est quelque chose de continu. C'est des textes qui sont vieux. Dans 10 ans, 20 ans, le type de pathologie qu'on va avoir va nécessiter certainement aussi de réviser les textes. La cause des invalides au Sénégal, si nous voulons avancer, il faut que les gens arrêtent les divisions, les petites querelles. Si vous êtes concentrés, toutes les associations que j'ai réussies pendant mon temps de commandement, je n'ai cessé de leur dire, il faut dissoudre toutes ces associations, vous créez une seule. Et vous parlez d'une seule voix aux autorités. Et si, et je l'ai dit l'autre jour quand on m'a restitué les projets, j'ai dit que si les invalides réussissaient à avoir des projets réussis qu'on pourrait montrer en exemple aux Sénégalais, je pense qu'on va gagner une grande guerre. Puisque la campagne de Delo Ndioukol, en fait, l'objectif, même pour les autorités, y compris le président de la République, dans sa tête, c'est quelque chose qui doit être annuel. Annuellement, il faut qu'un jour de l'année, qu'on s'arrête, qu'on pense qu'aux camarades qui ont été blessés une fois dans leur vie ou qui sont handicapés par la maladie. Et puis, cet ouvrage dénommé, signé Safiatou Thiam, ancien ministre sous Abdoulaye Wade, la pudeur des mots, la vie d'une femme ministre. Dans cet ouvrage, l'auteur aborde plusieurs sujets. Comment rester soi-même quand on a une responsabilité dans le pouvoir. L'auteur également est revenu sur ses rencontres, son entrée dans le gouvernement, une entrée surprise, dit-elle, ses relations au niveau des institutions, son apprentissage, mais surtout son combat qu'elle porte de toujours contre la lutte contre le VIH-Sida. Safiatou Thiam, auteur de l'ouvrage La pudeur des mots, la vie d'une femme ministre. Il est ici au micro de Moussa Dia. La pudeur des mots est née d'une question simple mais profonde. Comment rester moi-même lorsqu'on rentre dans les cercles du pouvoir? Comment surtout garder son humanité quand les responsabilités deviennent lourdes et que les décisions engagent des vies, la vie de milliers de personnes? Dans ce roman, c'est vrai que je raconte mon entrée inattendue dans le gouvernement du président Wade. Une nomination et qui a bouleversé ma vie. Je me souviens, dans ce livre, je parle aussi des relations humaines derrière les institutions, les rencontres, les soutiens, parfois les incompréhensions, mais toujours l'apprentissage. Et je rends hommage à ceux et celles avec qui j'ai travaillé, à ces équipes qui, souvent dans l'ombre, portent les politiques publiques sur le terrain. Mais surtout, j'y raconte ma vie de femme. Femme ministre, avec ses réalités très concrètes, y compris la maternité vécue sous le regard public. Parce qu'il est important de dire que les femmes peuvent assumer des responsabilités, n'est-ce pas, Khadija, tout en restant pleinement femme, mère, professionnelle engagée. Un chapitre important de ma vie reste mon combat contre le sida. Je l'ai vécu, mes collaborateurs vont le découvrir. Je ne suis pas, je pense, secrétaire exécutive du CNLS par hasard. Un combat qui a façonné ma carrière et ma vocation, qui est de soigner, accompagner, défendre la dignité humaine. La pudeur des mots est pour moi un témoignage humain, celui d'une femme qui a essayé avec ses forces et ses limites de servir honnêtement. Et puis, cette information, l'arrestation d'une douzaine de personnes dans le cadre d'une enquête menée par la gendarmerie nationale, qui a arrêté au moins une douzaine de personnes suspectées de commettre des actes de contre-nature. Au moins 12 personnes ont été arrêtées et des perquisitions qui ont été effectuées
sur place. Du lubrifiant, des préservatifs, entre autres, ont été trouvés sur place. Il s'agirait, selon la gendarmerie, d'un réseau d'une association de malfaiteurs d'actes contre nature avec transmission volontaire du VIH et mise en danger de la vie d'autrui. La brigade de recherche de Keur Massar qui a interpellé 12 individus, tous de nationalité sénégalaise, pour association de malfaiteurs, entre autres. Cela fait suite à l'exploitation de renseignements faisant état des agissements des individus séropositifs qui continuaient à s'adonner à des actes contre nature. Les éléments de la brigade de recherche de Keur Massar ont mené des investigations qui aboutit donc à l'interpellation du mis en cause le 4 février dernier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.